Je vous demande d'accueillir Marik Engela. Bonsoir. Alors, l'idée va être de faire circuler un micro si jamais vous avez une question ou un commentaire ou vouloir partager votre ressenti. Moi, Marik, je pars toujours d'une question qui est un peu la jeunesse du projet, et donc je veux bien savoir comment Il y a Lubna Azabal qui va venir arriver pour ceux qui sortent, voilà, que vous le sachiez. Ah, je voulais faire la surprise. Elle a réussi à la sortir de son lit, donc elle ne va pas tarder. Donc, moi, je veux bien connaître la jeunesse du projet, ce qui a motivé Rabia. Alors, c'était, excusez ma voix, c'est la fin de 3 mois de tournée, un peu comme ça. C'était un article dans les journaux qui racontait le plan d'un jeune couple de se marier, faire sauter la tour Eiffel et accéder directement au paradis. L'article décrivait assez bien comment l'État islamique se servait d'émotions assez belles et nobles finalement de jeunes gens comme l'amour, l'amitié, l'appartenance, la famille, pour les mettre au service de leur idéologie meurtrière. Et j'ai commencé à m'intéresser tout simplement à ces départs en milliers pendant cette période-là, donc entre 2015 et 2017. 14, parce que je ne comprenais pas du tout comment c'était possible que autant de jeunes de tous les coins du monde quittaient des démocraties dans lesquelles ils avaient des vraies libertés, pour lesquelles les générations de nos parents, entre autres, se sont battues durement, pour aller dans un pays en guerre, et pour les femmes faire des enfants et faire le ménage pour des hommes violents. Voilà. Et, nous avons Lubna Azabal qui nous rejoint. Et à partir de là, j'ai retrouvé en fait une question qui moi m'accompagne depuis très, très, très longtemps, qui est la question de l'embrigadement, de la manipulation psychologique, et cette trajectoire que fait le personnage de Rabia, qui est d'une fois qu'elle comprend dans quoi elle s'est engagée, de rester en fait et d'aller de plus en plus loin jusqu'à perdre son humanité. Et la question, pourquoi un humain ferait ça? Comment on perd son humanité? Comment on peut donner sa vie à une idéologie comme ça, pour des raisons familiales allemandes? Me travaille beaucoup. Et de retrouver ça 70 ans plus tard, dans un autre contexte, avec un autre visage caché derrière le prétexte d'une religion, je trouvais assez passionnant. Et donc l'idée de faire un film qui donc ne parle pas de l'islam, mais qui parle à travers Daesh des systèmes totalitaires et de leur fonctionnement au plus intime, c'était à ce moment-là qu'est née l'idée du film. Moi, je veux bien savoir comment vous avez découvert l'existence d'un personnage comme Madame. Enfin, j'imagine qu'il y a eu énormément de recherches. Moi, je trouve que la réalité en fait, de la maison dans laquelle ces jeunes femmes se retrouvent, c'est presque une première. C'est-à-dire, j'ai jamais vu ça, j'en avais jamais entendu parler. Et il y a cette figure. Du coup, même Lubna, vous pouvez aussi rebondir sur ce personnage, parce que moi, j'ignorais totalement. Bon, je suis ignare dans plein de sujets. C'est pas vous, c'est la presse, on en parle peu. Oui, mais je trouve que le cinéma permet aussi d'apprendre des choses, de voyager, de réfléchir. Mais voilà, moi, je suis très curieux sur ça, sur vos recherches, vos découvertes. Et c'est quand même un personnage secondaire dans le film, voire même la maison est presque un personnage principal. Alors moi, je l'ai découvert à travers les filles avec qui j'ai parlé, donc les filles qui dans le récit est la base du film, et qui ont rencontré cette femme. Et quand j'ai appris l'existence de cette femme qui était à l'origine de ces Madafa, donc de
ces systèmes de soumission de femmes, finalement conçus par une femme. J'étais assez fascinée par ce personnage, d'essayer de comprendre d'où elle vient, qu'est-ce qui la motive. Je ne le sais toujours pas vraiment, ça reste très énigmatique pour moi, mais je trouvais intéressant que cette femme occupait une place aussi centrale dans ce système d'hommes, en étant pire que les hommes. Elle s'est fait virer par l'État islamique plus tard parce qu'elle était trop violente avec les filles. Et peut-être Lumna qui a beaucoup plus travaillé sur ce personnage-là. Tu veux compléter ? Non, j'aimerais. Oui, je peux compléter, mais tout ce que tu dis est très juste. Et d'abord, bonsoir. Pardon, j'arrive en retard. J'étais aussi un peu malade. Et je me suis dit que comme ma réalisatrice et mon amour d'amie était malade, je ne pouvais pas la laisser toute seule. Donc, autant être deux malades. Donc, j'ai pris une douche et je suis arrivée. Ne vous rapprochez pas trop. Et, donc, voilà. Non, mais madame, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est juste une jeune femme comme les autres. Elle a 20 ans, elle fait des études de droit, elle vit à Casablanca. Elle n'est pas très portée sur la religion. Elle fait même d'ailleurs un doctorat qui est un réquisitoire sur comment dire ça, je perds mes mots, la polygamie. Et elle estime qu'il faut absolument l'interdire, notamment dans l'islam. Et puis elle va en France, elle demande une bourse d'études, elle va en France, et il s'avère que cette même année, c'est la guerre en Irak. Et là, il y a quelque chose qui explose dans sa tête, qui explose littéralement, et il y a la bascule. Et de là, il y a quelque chose... Enfin, on ne comprend pas trop, il y a une espèce d'énigme, mais il y a quelque chose qui bascule dans sa tête. Elle repart au Maroc. Et là, elle se focalise sur la religion et puis elle s'extrémise de plus en plus. Et c'est cette bascule qui était intéressante pour moi à analyser. Et puis c'est vrai que cette madame en question, je l'avais vue la première fois dans un journal de France 2 il y a plus de 25 ans. Quand son deuxième mari a été tué en Arabie Saoudite lors d'une embuscade. Et il a été tué lui, mais également leur enfant, qui avait 11 ans à cette époque et qui s'appelait Adam. De là est venu son surnom, Adam. C'est comme ça qu'on l'appelle dans l'environnement. Et voilà, donc je trouvais que c'était un personnage déjà... de mon point de vue à cette époque-là, totalement romanesque, et j'avais déjà envie de me dire, mais tiens, il faudrait faire un film ou écrire quelque chose sur ce personnage, ne fût-ce que pour comprendre en fait tout le cheminement et le basculement. Et ce qu'elle est devenue entre cette jeune femme de 20 ans en jeans moulants et les cheveux à l'air libre, et là, et ensuite cette femme avec cette burqa, ses lunettes, et cette madafa et cette cruauté terrible, en fait. Une cruauté... parce que je pense que dans le film, je crois que je fais 1/10 de ce qu'elle fait concrètement dans la vie. C'est vraiment une fiction. Je m'inspire d'elle, mais je ne fais pas. Parce que si on devait faire... le film serait irregardable. Et... mais voilà, c'était un personnage qui m'intéressait, ouais, que je connaissais effectivement. Enfin, dont je connaissais l'existence en tout cas. Justement, je vais rebondir sur le fait que le film aurait pu être irregardable. Il y a des questions de choix qui se portent sur qu'est-ce qu'on met à l'image, qu'est-ce qu'on ne met pas à l'image. Voilà, ça je veux bien vous entendre là-dessus, même philosophiquement, parce que je trouve que le film est à une très bonne distance. Oui, j'ai essayé de réfléchir comment rendre la violence omniprésente sans jamais la montrer de manière trop frontale pour vraiment éviter toute forme de sensationnalisme ou de comment dire de quelque chose
comme la violence, elle est souvent montrée dans le cinéma, il y a une sorte de plaisir à regarder ça, que je voulais absolument éviter, pour des raisons morales aussi. Et en même temps, c'est un univers, c'est un monde incroyablement violent. Donc de faire comme si ce n'était pas là, moralement, ne marche pas non plus. Donc il fallait trouver un chemin un peu au milieu. Du coup, j'ai un peu lu Un écho sur la violence, qui est très intéressant là-dessus, et qui donne quelques clés. Comment montrer son montré, comment raconter son montré. Et donc, une des idées, c'était le travail du son. Je remercie Guilhem, qui, je pense, est dans la salle et qui était l'ingénieur son belge qui a fait le son sur le film. Guilhem, si tu es là, tu peux faire coucou. Guilhem, parce que tu dis pas bien son Bon, nom. t'es pas là. C'est parce que je dis pas bien son nom. Mais moi, je le dis Annabella allemand. note. Bon, peut-être il est encore en tournage. En tout cas, c'était super. Et donc, dans le son, la violence, elle est présente. La guerre, elle est présente. Et ce son, comme dans la zone d'intérêt, nous permet de constamment resituer géographiquement ce huis clos, de créer aussi en termes de sensations, pas toujours conscience, et ça, là où le son il est passionnant parce qu'il travaille beaucoup sur l'inconscient, on ne l'entend pas, mais il est là, il nous fait ressentir des choses. Et après, la violence était dans ces traces laissées sur les corps, dans le mental. Les dernières images que vous voyez quand elle part en voiture sont des images vraiment de Syrie, de Raqqa en juin 2017, donc des vraies images d'archives de cette ville où on voit une civilisation rasée, des images vraiment de fin de monde, très très violentes, je pense aussi. Et puis, en termes de fiction, j'ai quand même dû, dans 3 ou 4 moments d'évolution de personnage, montrer des actes de violence pour montrer comment ce personnage passe d'un statut quasi de victime au bourreau, pour rendre crédible cette évolution, en fait. Est-ce qu'il y aurait déjà une question ou un commentaire ou simplement pas? Un micro arrive. Je suis malheureuse. J'ai très bien saisi votre propos, mais moi je vis dans le cinéma. Et le cinéma ne doit pas abandonner les gens qui fréquentent le cinéma. Il faut un dictionnaire, il faut une connaissance approfondie pour saisir toutes les ramifications du récit qui n'apparaissent pas, qui ne sont pas explicitées dans votre film. Il me manque des pans entiers. Je n'ai pas passé ma vie à courir au cul des islamistes, moi. Je sais combien la cruauté est immonde, mais j'ai besoin, dans une salle de cinéma, d'avoir une vérité partagée avec des spectateurs et des spectatrices et de leur donner un peu de connaissance et de bien-être par rapport au récit, quel qu'il soit. Voilà, je voulais simplement dire les choses parce que je respecte très fort votre travail, il est immense. J'en suis très consciente, mais je ne suis pas très heureuse du résultat parce que je me sens abandonnée dans cette production. Voilà. Parce que vous n'avez pas réussi à suivre la narration, c'est non, ça? Pas du tout. C'est pas du tout ça la question. La J'ai question pas compris alors. Votre madame là. Oui. Je n'ai pas bouquiné, moi, pour savoir d'où elle venait. Tout ce que vous venez de dire, là, maintenant, sur scène, j'aurais bien voulu en avoir un chouïa dans votre film pour mieux comprendre vos personnages. Et ça n'existe pas dans votre film. S'il y a un dîner où elle raconte d'où elle vient, non, après, on a 90 minutes pour raconter un film. Et un film, c'est toujours faire des choix. Et faire des choix, ça veut dire concentrer autour d'une histoire. Et pour moi, cette histoire-là, cette question-là, c'était celle de l'évolution du personnage principal de Jessica. Mais il n'y a pas un seul djihadiste là-dedans qui a du cœur. Ça existe quand même aussi. Tout n'est pas, c'est une histoire d'amour entre deux femmes, quand même. Tout n'est pas à sens unique dans la vie. L'humanité, ça se partage. Et la douleur, tout le monde la vit, on est conscient de ça. Mais je trouve que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Voilà, merci beaucoup.
Voilà, ça va. Bonsoir. Je voulais réagir par rapport à ce que la dame dit. En fait, on n'est pas venu voir un film documentaire non plus. Moi, personnellement, j'ai été baignée directement dans le climat. Je suis ravie d'avoir entendu votre point de vue, enfin votre explication sur le pourquoi madame est comme ça, mais je trouve au contraire que ça n'avait pas sa place dans un film, ce n'est pas un film documentaire, et pour ma part, moi j'en ai eu suffisamment et je vous en remercie. Merci. Généralement, quand c'est mon directeur qui passe le micro, je fais des blagues, mais comme c'est pas lui, je ne peux pas. Bonsoir. Je vous remercie de tout cœur et je vous félicite Ah, je reconnais cette voix. d'avoir travaillé ma professeure sur de ce kurde. C'est sujet. Nour. Oui, c'est Nour. Oui, c'est moi. Mais... Salut Lubna. Parce que je suis en train d'apprendre le kurde avec madame. Je vous remercie franchement énormément de tout mon cœur d'avoir travaillé sur ce sujet si délicat, si difficile. Je connais de près ce sujet, cette cruauté, et je sais que c'est très difficile de même parler, de partager, d'échanger sur ce type de sujet avec tout le monde. Mais je vous félicite d'avoir trouvé ce moyen de ne pas bouleverser complètement, mais de faire quelque chose sublime et faire comprendre et aller toucher le cœur. Et ça m'a vraiment marqué. J'ai adoré et je vous remercie. Merci, Nour. Merci. Pour la dame, madame qui était un peu frustrée par rapport au fait que je pense que vous auriez aimé voir l'autre côté du miroir et ce qui se passe peut-être psychologiquement. Évidemment, madame, c'est pas une djihadiste, c'est une femme d'entreprise. Les djihadistes, effectivement, il y a une multitude de cas et étudier la psychologie, il y en a plein quand ils sont arrivés là-bas, qui ont regretté, qui ont voulu repartir, qui se sont retrouvés coincés dans une merde pas possible et dont l'issue était également impossible. Alors je vous conseille un autre film que je trouve excellent, dans lequel en plus j'ai joué, qui s'appelle Rebelle de Adil et Bilal, et qui parle de ça, et qui va répondre aux questions là en tout cas, ce qui vous manquait dans ce film-là, vous allez le retrouver dans l'autre film. Là, c'est pris par un prisme. L'autre film est pris sur un autre prisme. Et je pense que c'est un sujet... On peut en faire, je ne sais pas, on peut en parler pendant 100 heures, tellement il y a des cas et des situations et des douleurs différentes. Et on peut le prendre du côté des familles, des gens dont les enfants partent. On peut le prendre... du côté des gens qui sont sur place. Là on parle je ne vais pas dire d'un djihadisme au féminin, mais on parle d'une femme qui a instauré quelque chose. Et dans cette chose qui s'appelle une madafa. Et c'est très peu connu, et donc c'était important aussi que peut-être Marike mette le regard là-dessus aussi. Mais il y a plein d'autres films qui compléteront vos... Comment je veux dire, ce qui vous manque en fait dans ce que vous n'avez pas pu voir là. Mais sinon, il faut faire un film de 18 heures, quoi. Et même au bout de 18 heures, c'est très très difficile voilà. de comprendre vraiment pourquoi les gens ont fait ce qu'ils ont fait, continuent à le faire. Donc c'est aussi ça la frustration. Même en fin de travail, il reste une part d'incompréhension face à l'horreur qui est un peu difficile à supporter, mais c'est comme ça. Alors,
moi, je me permets de trouver qu'il y a quand même de la tendresse à la fin et qu'il y a quand même une humanité dans le film qui survit à un manque d'humanité totale, mais c'est aussi, on est face à un huis clos. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir un huis clos au féminin. On est focalisé dessus. Moi, les non-dits sur les personnages, ça reste quelque chose d'extrêmement... Je trouve qu'au moins, on peut s'enrichir, réfléchir, se poser la question de d'où vient Madame, d'où vient l'ensemble de ces femmes. Moi, je trouve que c'est aussi une réponse, parce que Rebelle, on est plutôt au masculin. Il y a des personnages féminins. On comprend la psychologie, on comprend le parcours totalement. du jeune homme, et on comprend qu'il Totalement. regrette. Donc Mais l'humanité, on l'a là. Que la singularité ici, c'est d'être centré sur des femmes. On a eu des femmes après. J'ai oublié, on avait Noémie Merlan ici hier soir pour Les femmes au balcon. Un de ses premiers rôles au cinéma, c'était une jeune fille qui revenait justement d'être allée, si je me rappelle bien. J'ai oublié le titre, donc ça, je ne vais pas aller très loin. Mais je veux dire, en tout cas, ici, c'est une facette. Oui, c'est une focale qu'on ne connaît pas. Et ouais. je trouve que ça permet de soumettre un débat. Je trouve que les frustrations sont toujours en même temps, très intéressantes. C'est super que Madame oui, ait cette oui. réflexion. Enfin, totalement. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien aussi dans le film, je trouve qu'un élément, c'est comment on va basculer d'une forme de naïveté. Je veux dire, les scènes de lingerie, il y a des scènes de complicité, de naïveté folle. Et en même temps, on est dans l'horreur absolue, dans cette espèce de huis clos où la guerre est tout autour, mais où c'est un monde tout à fait isolé. Mais l'horreur absolue, c'est une réalité. Oui. Enfin, je veux dire, c'est même... Oui. Voilà. Et c'était bien pire que ce que je montrais. Je suis à 20% mais... de la violence réelle sur place. Il y a un moment aussi où il faut rester proche d'une vérité. On ne peut pas tout rendre doux et joli au cinéma. On le fait déjà suffisamment, mais il y a un moment où il faut montrer aussi les choses comme elles sont. Mais il y a aussi des formes de sororité dans le film. Oui. Et une sororité mise à mal. Et voilà, je trouve... Oui, une histoire d'amour entre deux femmes qui ouvre tout ça. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour le film. Je me demandais si ça ne fait pas peur de faire un film sur un sujet où on se documente, qu'on n'a pas forcément vécu, et si ça ne fait pas peur de mal l'interpréter ou de mal le comprendre. Enfin, j'imagine qu'il y avait des témoignages, mais comment on fait un peu pour... avoir un sujet comme ça qui est aussi hyper politiquement compliqué, qui engage plein de choses. Oui, c'est une prise de risque. Moi, je pense que si on faisait que des films sur ce qu'on a vécu, on verra que des films de garçons qui tombent amoureux de la même fille. Et c'est quand même très, très chiant au bout d'un moment. Donc, heureusement qu'on regarde un peu au-delà de son nombril parfois. Et on donne à voir des univers qui sans le cinéma, ne sont pas accessibles. Personne n'a jamais vu une Madafa de l'intérieur, ni filmé, et ce n'est plus possible de le faire. Il y a toute une pensée politique derrière cette conception-là, oui, effectivement, que j'aurais pas en racontant ma vie privée, qui d'ailleurs est très, très ennuyeuse. C'est pour ça que je fais des films comme ça. Et après, il faut travailler énormément, beaucoup, beaucoup plus que si on raconte une histoire qu'on a vécue. Et on n'est pas seul, heureusement. Le cinéma, c'est un art collectif. Donc, on est accompagné de gens qui, en partie, ont vécu ça. Dans mon cas, c'était beaucoup de jeunes femmes qui sont rentrées de Syrie, qui ont contribué à la fois au scénario, puis qui étaient présentes au tournage. Là, c'est trop douloureux pour elles d'accompagner la sortie du film, mais elles sont avec nous en pensée. Mais ouais, il y a une responsabilité énorme, évidemment. Ouais, il faut se rassurer à chaque étape, dans chaque scène. C'était aussi une grande crainte de Lubna, la véracité. Qu'est-ce qu'on renvoie comme image et de l'islam, est-ce qu'on est juste par rapport à ce qu'on veut raconter? Mais si on prend plus ce risque-là, on ne fait plus de films politiques. Et voilà, le cinéma serait pauvre, je crois. Et alors, est-ce que quelqu'un veut endosser la responsabilité de la dernière question ?
Là, j'aurais fait une blague si c'était Eric. Oh, mais vas-y, s'il te plaît, pour moi. Je vous remercie pour votre film que j'ai trouvé extraordinaire. Je comprends, donc vous avez mis en évidence la perte d'humanité d'une femme. Et d'après vos recherches, est-ce que ça a considéré... Enfin, dans tout ce qui est actualité, on a vu beaucoup la perte d'humanité des hommes, avec un petit H, donc dans la criminalité et ce genre de choses. D'après vos recherches, est-ce que ça est-ce que beaucoup de femmes ont été aussi sujettes à cette perte d'humanité dans cette phase de l'histoire de l'Iran-Irak? Est-ce que ma question est claire? Oui, très claire. Mais quand vous, moi, c'est pas très clair. Quand vous parlez de la perte d'humanité d'une femme, vous parlez du personnage de Rabia? Oui. Pour moi, elle n'a pas perdu d'humanité. Elle est justement, elle n'est pas du tout comme Madame. Et Madame l'a mis dans quelque chose où cette jeune fille est passée par de multiples étapes et dont moi je crois beaucoup qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du syndrome de Stockholm quand on veut survivre, quand on doit survivre à quelque chose d'aussi terrible et d'aussi dramatique. Et l'humanité, elle la garde jusqu'au bout parce qu'elle décide à un moment, il y a un déclic. Elle sauve l'enfant de sa meilleure amie. Il y a un moment dans le film, elle doit me tuer et on l'a enlevée. Elle veut me tuer et elle décide en dernière minute de ne pas le faire. Elle garde cette humanité dans ses yeux. Il y a quelque chose qui revient. Madame a perdu tout le sens de l'humanité. Madame, mon personnage à moi, a perdu. Et je fais une réelle distinction entre les deux. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui est en otage quelque part, qui est pris en otage quelque part et qui doit survivre. Et à un moment, Rabia, à un moment, elle va gravir les échelons par instinct de survie. Si je veux rester en vie, il faut que je sois ça, il faut que j'obéisse. Elle est battue, elle est affamée. Madame lui donne à manger comme un chien qu'on affame. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait que les animaux, on les domestique, on leur donne à manger, tout d'un coup ils lèchent la main de leur maître. Et c'est ce qui se passe, Madame a cette chose-là. Mais Rabia, elle n'a jamais... Évidemment, il y a un moment, on a l'impression qu'elle perd tout son sens de l'humanité, mais il est toujours là quelque part dans son regard et elle le récupère tout à fait à la fin quand elle prend le déclic. Et il y a d'autres personnes, comme Madame, qui éprouvent un réel plaisir au mal, vraiment au mal, qui n'ont aucune empathie, à part l'empathie envers eux-mêmes. Et je distingue les deux choses. Pour moi, Rabia, elle reste humaine. Et c'est ce qui sauve, en fait, quelque part, même l'humanité, quoi. Il y a un endroit où on se dit, ça va. Voilà. Je l'ai perçue comme ça, juste pour que vous n'aviez pas manqué la cible. Elle ne perd pas cette humanité, du coup. Non, mais c'est parce que vous dites qu'elle a perdu l'humanité. Non, elle n'a pas perdu. Parce que moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Pendant un moment. Pour moi, c'est plus complexe que ça. C'est pas juste un instinct de survie. Pour moi, elle prend réellement plaisir dans le pouvoir, dans ce pouvoir qu'elle a pour la première fois de sa vie. Quelqu'un qui a jamais été vu, accepté, tout d'un coup, et craigné par les gens, et dans le contrôle. Et je pense que c'est ce passage-là lui enlève par moment le choix. Je pense qu'elle aurait pu aussi, beaucoup plus tôt, au retour de Laila, lui parler normalement, être touchée par sa copine, et en la sent complètement partie dans un délire qui, pour moi, n'est plus humain. Mais c'est intéressant, c'est quelque chose que j'ai voulu laisser ouvert, parce que je pense que c'est important de ne pas donner des réponses claires à toutes les questions que pose un film. Et pour répondre à la question de la violence féminine, qui est un vrai sujet important dans le film, et je pense dans la vie en tant que féministe, je trouve important de montrer une violence, que la violence n'est pas genrée, le mal n'est pas genré, et que les femmes, quand ils sont mis dans des situations
de pouvoir exercer une violence qu'elles le font aussi. Et je trouve qu'on est beaucoup... Enfin, les jeunes femmes qui étaient là-bas, qui sont revenues devant les tribunaux, ont tous eu le même discours qui était j'étais naïve, j'étais jeune, j'ai pas compris, j'étais amoureuse. Et c'est une image de la femme qu'on nous a montrée depuis 100 ans au cinéma. Elles sont toutes toujours un peu bêtes, toujours un peu amoureuses, et voilà. Et elles savent pas trop ce qu'elles font. Et en fait, quand on parle avec ces femmes-là, quand on regarde leurs vidéos, on se rend compte qu'elles étaient tout aussi radicalisées que les hommes, qu'elles étaient complètement conscientes de là où elles sont allées. Elles ont vu les vidéos de décapitation, elles y sont allées quand même. Donc, il y en a qui sont même allés avec leurs enfants, laissant les maris à la maison. Donc, c'est quelque chose qui ne se tient pas. Et le fait qu'on n'en parle pas, qu'on ne le montre pas, et que ça nous gêne à ce point qu'on préfère de ne pas regarder et de laisser ça dans une zone d'ombre, je trouve, dit quelque chose sur notre société, aussi sur le combat féministe, qui parfois peut-être ne veut pas trop voir ça. Mais c'est important, je trouve, de montrer au cinéma ce genre de personnages féminins aussi complexes, mais aussi sombres. Merci pour votre film. Merci. Tout grand merci. Je vous rappelle que le film concourt pour le prix du public, donc ici au Cinéma Med, et l'instant promotion, il a une date de sortie. Il sortira le 12 février dans toutes les bonnes salles, dont celle-ci. Voilà, une bonne fin de soirée. Et merci Daniel pour la coiffure du film. Et merci d'être venu ce soir. Ah oui, Daniel.